Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle conférence organisée par Grisby autour de la thématique de la défiscalisation. Comment réduire son impôt avant la fin d'année en termes d'actualité. Effectivement, vous êtes nombreux à nous rejoindre. Un grand merci à vous tous. Moi, je suis Maxime Camus, je suis un des associés fondateurs de Grisby et directeur général. Grisby, c'est votre coach financier qui vous permet de prendre la main sur la gestion de vos finances et de votre patrimoine. En quelques mots, Grisby, c'est des dizaines de milliers d'utilisateurs de notre plateforme, 2000 familles aujourd'hui qu'on accompagne dans leur démarche d'optimisation fiscale et patrimoniale, et 85 millions d'euros sous gestion, un chiffre qui monte de jour en jour grâce à votre confiance. Merci à tous. Pour cette conférence, j'ai le plaisir, l'honneur d'être entouré par deux grands experts de l'optimisation fiscale et par mon associé Frédéric. Je vais d'ailleurs vous laisser vous présenter. Cher Arnaud, est-ce que tu veux prendre la parole pour démarrer? Oui, en un mot, donc je suis Arnaud Filleul, je suis directeur général et cofondateur de France Valais, qui est une société de gestion de portefeuille dédiée à l'investissement foncier, forestier en particulier, dont je suis ravi de pouvoir vous parler aujourd'hui. Très bien, merci Arnaud. Bruno? Oui, bonjour à tous. Bruno Laurenceau, donc directeur régional commercial chez RS. Nous sommes des experts passionnés de l'épargne retraite et de l'épargne salariale, acteurs indépendants. On gère actuellement plus de 3,5 milliards d'encours sur nos domaines d'expertise et surtout, on est aussi le premier acteur à avoir créé le PER individuel et le PER entreprise le 1er octobre 2019. Je crois qu'on va pas mal l'aborder aujourd'hui. Exactement. Frédéric? Oui, bonjour à tous. Donc Frédéric Vieux de Lochner, je suis un des fondateurs de Grisby et je m'occupe de tous les aspects marketing. Donc en fait, par exemple, tous les outils qui sont développés, en fait, je m'occupe des fonctionnalités de ces outils-là. Notre équipe marketing s'occupe des fonctionnalités de ces outils-là avec l'équipe de développeurs informatiques. Et puis, je m'occupe de la communication. Vous voyez régulièrement passer des emails de Marine de Grisby, qui est effectivement dans mon équipe, et de la relation aussi avec dans tout ce qui est support. Donc, je m'occupe de la relation utilisateur. Très bien, merci Frédéric. RS, France Valais sont deux partenaires historiques de Grisby, donc deux experts de l'optimisation fiscale. On travaille avec ces deux maisons bien connues depuis le début de notre activité et en grande confiance. Merci Arnaud et Bruno d'avoir accepté notre invitation pour participer à cette conférence autour de la réduction d'impôts. J'en profite avant de démarrer dans le vif du sujet à vous proposer, chers participants, de nous envoyer des questions. Vous avez la possibilité effectivement d'envoyer des questions donc, sur les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui. N'hésitez pas à le faire. Alors, je ne vous garantis pas qu'on pourra poser l'ensemble des questions, mais on tâchera d'en sélectionner quelques-unes pour les poser à nos experts dans une volonté d'être évidemment le plus interactif possible. Frédéric, pour démarrer, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre un bon et un mauvais investisseur en matière d'optimisation fiscale? Ah oui, tout à fait. Très bonne question. Le mauvais investisseur, clairement, c'est celui qui va être complètement obsédé ou obnubilé par les réductions d'impôts. Alors, c'est sûr qu'on est dans un climat parfois qui favorise cela. On parle beaucoup d'impophobie en France. Et donc, il y a des personnes qui parfois ne regardent que la réduction d'impôts et ne vont pas prendre garde à tout ce qu'il y a derrière. Les dispositifs de défiscalisation, ils présentent certaines contraintes, notamment en termes de durée de blocage, par exemple, et en facteur de risque aussi de liquidité. Et donc, il ne faut surtout pas se précipiter pour défiscaliser. Il faut vraiment réfléchir sur sa stratégie globale pour vraiment défiscaliser dans de bonnes conditions. Il y a un autre facteur qu'on rencontre parfois, c'est des personnes qui vont effectivement très vite, qui vont se précipiter et qui vont même mal anticiper leur situation fiscale. Vous savez qu'il y a un plafonnement des niches fiscales qui est 10 000 €. Et donc, certaines personnes vont parfois dépasser ce plafonnement des niches fiscales ou bien tout simplement mal estimer leur futur impôt et dépasser les réductions maximum d'impôts auxquels elles ont droit. Donc, ça peut paraître assez évident, mais clairement, il faut faire attention, surtout en cette période de fin d'année. Il n'y a plus que quelques semaines pour réduire son impôt. Il ne faut évidemment pas se précipiter et pas partir dans ces dispositifs dans n'importe quelle condition. Et donc, le bon investisseur?
Et alors, le bon investisseur, forcément, c'est celui qui va faire le contraire, mais surtout qui va réfléchir à sa stratégie globale, à sa stratégie patrimoniale. Donc, il va regarder ses objectifs. Il va pas uniquement défiscaliser, bien sûr, pour défiscaliser. Et donc, il va vraiment regarder ses autres objectifs. Et par exemple, la préparation de la retraite, dont on va parler largement, ça peut être un objectif qui peut amener vers la défiscalisation. Et donc, l'autre point important, c'est de bien garder sa situation effectivement fiscale et patrimoniale, comme je le disais tout à l'heure. Il y a une phrase du grand Warren Buffett que je trouve vraiment intéressante, qui est que quand on ne connaît pas les bijoux, si vous ne connaissez pas les bijoux, il faut au moins que vous connaissiez les bijoutiers, le bijoutier. Ça, c'est vraiment important. Donc, on peut ne pas être un expert du produit lui-même de défiscalisation, mais le bon investisseur, il va à minima bien connaître celui qui propose le dispositif de défiscalisation pour partir en toute confiance. Donc, on a tous entendu parler, et je pense que vous avez déjà rencontré des personnes, nous on en a rencontré dans le cadre de Grisby, des personnes qui partent un peu trop vite, par exemple, sur des dispositifs d'immobilier de défiscalisation. Eh bien, prudence avant tout, et donc il faut vraiment réfléchir d'une manière globale. Très bien. Concrètement, si je veux réduire mon impôt sur le revenu, sur quelle thématique je peux investir et quel montant de réduction d'impôt je pourrais obtenir? Alors, il y a plusieurs thématiques possibles et ça dépend vraiment des objectifs que vous avez en tant qu'investisseur. Si vous souhaitez vous constituer un patrimoine et par exemple réfléchir à long terme pour préparer éventuellement la retraite, le PER dont on va parler tout à l'heure est particulièrement indiqué et il peut y avoir de l'immobilier de défiscalisation dans de bonnes conditions. Parfois, c'est un bon levier. Si vous souhaitez diversifier votre patrimoine, il y a aussi des bons dispositifs dans des actifs durables. Par exemple, il y a la forêt dont on va parler tout à l'heure. Il y a aussi des investissements passion comme les Sofica dans le cinéma. Et puis, il y a le soutien aux startups, aux PME de notre pays, et donc on pense au FCPI, au FIP, qui sont des leviers qui peuvent être intéressants. Oui, très bien. Et Grisby, comment Grisby aide justement les investisseurs qui le souhaitent dans leur démarche d'optimisation fiscale? Alors, déjà, on a de plus en plus de clients qui nous font confiance sur cette thématique-là. Donc vraiment, on vous remercie. Vous êtes peut-être nombreux à écouter aujourd'hui. Donc vraiment, on vous remercie pour cette confiance. En général, nos clients raisonnent en plusieurs étapes dans leur démarche. La première chose, c'est qu'ils vont calculer leur impôt et faire des simulations de défiscalisation dans le Grisby. On a la chance d'avoir développé un outil qui permet de faire des simulations vraiment précises. Et donc, vous allez pouvoir découvrir votre marge fiscale et des propositions en fait, de niche fiscale qui peuvent être adaptées à votre situation. Donc ça, c'est en général la première étape. La deuxième, c'est que nous avons des conseillers, ça vous le savez, qui peuvent vous accompagner, qui vont reprendre justement après cette étape, qui vont reprendre votre situation fiscale. Vous allez pouvoir faire un point avec eux. Et donc, les clients font un point avec leurs conseillers pour voir si c'est effectivement adapté, la défiscalisation, si ça rentre bien dans une logique plus globale de constitution de patrimoine, par exemple. Et si c'est bien le cas, ils vont pouvoir vous proposer des solutions, des placements, après avoir fait une sélection rigoureuse. On travaille avec un certain nombre d'acteurs de la place, des acteurs très sérieux. On connaît bien les bijoutiers, justement, et on connaît aussi les bijoux. Mais donc voilà, on travaille avec des acteurs très sérieux de la place et donc vous allez pouvoir avoir des offres financières dans de bonnes conditions. Dernière étape, troisième étape, si vous souhaitez aller plus loin, du coup, vous pouvez souscrire avec nous à ces investissements dans de très bonnes conditions financières et la plupart du temps 100% en ligne, puisque effectivement, on évite le papier un maximum aujourd'hui. Oui, merci Frédéric. On a une question justement d'un participant, merci à lui, qui nous demande si on a un outil Excel pour optimiser le montant à verser sur un PER. On n'a pas, nous, chez Grisby, un outil Excel à proprement parler, mais on a mieux que ça. Oui, on a mieux que ça. On a mieux que ça puisque sur Grisby, dans Grisby, la partie simulation, avec la simulation de défiscalisation, vous allez vraiment avoir un montant à l'euro près de ce que vous allez pouvoir placer, par exemple, sur un PER en fonction de vos revenus passés. Et donc, vous allez pouvoir avoir un montant exact du montant à investir sur un PER et la réduction directement d'impôt qui va être accessible grâce à cet investissement. Donc, allez sur l'outil, allez dans la partie simulation défiscalisation et vous verrez vraiment cette possibilité-là et vous pourrez jouer avec cette simulation-là et tester d'autres niches fiscales, avoir d'autres propositions. C'est très complet. Donc, je pense que c'est plus puissant et c'est largement plus puissant qu'un fichier Excel, heureusement.
Merci Frédéric pour cet éclairage. Aujourd'hui, on va zoomer sur deux solutions d'investissement qui permettent de réduire son impôt qu'on aime bien et sur lesquelles on a beaucoup de curiosité et d'intérêt de la part de nos clients. Ces deux solutions d'investissement sont le plan d'épargne retraite et l'investissement dans la forêt. Alors, vous les connaissez peut-être peu, pas ou un petit peu. Néanmoins, on va zoomer sur ces deux solutions. On va démarrer avec Bruno Derès sur l'épargne retraite. Est-ce que Bruno, tu peux nous expliquer comment ça marche le PER, s'il te plaît? Bien sûr. Merci. Alors, déjà, on va revenir sur quelques chiffres. Aujourd'hui, il y a un réel engouement sur cette solution. On a déjà quasiment 2 millions de personnes équipées et ça représente un peu plus de 8 milliards d'encours. Sachant que le produit PER, il existe depuis 1 an, donc depuis le 1er octobre 2019. Donc, plan d'épargne retraite. Donc, cette solution vient préparer la retraite. Grande nouveauté, c'est aussi un réel outil patrimonial. Donc, on va pouvoir élaborer des stratégies à valeur ajoutée, s'adapter à chaque client. Portabilité des contrats, donc ça, je pense qu'on va le voir. Transmission aussi, on va pouvoir le faire avec le PER. Donc, autant d'atouts qu'on n'avait pas avant dans les autres solutions où on sortait uniquement en rente viagère et sur le PER, c'était uniquement 20% qui sortait en capital. Fonctionnement, on verse à son rythme sur un compte individuel, que je sois salarié, travailleur non salarié, voire même retraité. Jusqu'à 74 ans, je peux même verser dans mon PER et obtenir une déductibilité de mon revenu. Les versements peuvent être déductibles du revenu imposable ou du revenu professionnel si je suis travailleur non salarié. On reprend les enveloppes de déductibilité qu'on connaissait, donc les enveloppes de déductibilité PER, les enveloppes de déductibilité ex-Madelin. Et là, cette nouveauté, donc on va pouvoir regrouper tout au sein d'un même contrat. Donc c'est cet apport de la loi Pacte, on va avoir une visibilité qui va être simplifiée et surtout, on va pouvoir aussi venir derrière transférer les anciens produits. Fonctionnement, vu qu'on est sur une déductibilité à l'impôt, très simple à comprendre, plus on est imposable, finalement, moins ça coûte de verser. Si je suis imposable à 45% de TMI, j'ai pris l'exemple le plus simple pour simplifier le calcul, je verse 10 000 euros, c'est un effort d'épargne de 5 500 euros. Donc, vous l'avez compris, c'est plus on est imposable, plus on va avoir aussi cet effet de déductibilité qui va nous permettre d'aller plus loin et surtout de générer un capital plus important avec cet aspect des plus-values. On abordera, je pense, une stratégie tout à l'heure pour aussi pouvoir conserver cet avantage du début en déductibilité jusqu'à la fin. On verra tout à l'heure. Très bien. Et effectivement, Bruno, on entend parler de déblocage des fonds également concernant le PR. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, j'y venais justement. La liberté, et ça, il n'y a que le PER qui le permet. Liberté en phase de constitution. J'achète ma résidence principale, je peux débloquer mon épargne. À partir de 62 ans, qui est l'âge légal de départ en retraite en France, je peux sortir de mon contrat, même si je continue à travailler. Et si j'ai liquidé un régime de retraite avant 62 ans, je peux aussi utiliser mon PER. Mais surtout, cette liberté, c'est quoi? C'est en sortie, je peux prendre du capital, de la rente, mais surtout, je peux aussi faire des rachats fractionnés. Dans la presse, j'ai souvent vu cette opposition finalement entre le capital ou la rente. Ce qu'il faut comprendre, en tout cas chez nous, c'est qu'on va pouvoir combiner une partie, je peux très bien prendre 40% en rente, si j'ai envie d'avoir des revenus réguliers, conserver le reste en capital et aussi procéder ainsi par rachat fractionné, faire autant de rachats fractionnés que je le souhaite. Donc, je vais pouvoir piloter aussi mon taux marginal d'imposition à la retraite. Donc ça, c'est assez formidable. Donc vous voyez, on a du conseil à l'entrée et on va aussi pouvoir avoir du conseil à la sortie. Je reviens sur ce qu'a dit Frédéric. C'est une solution qui ne rentre pas dans le plafonnement des niches fiscales. Donc, vous retrouvez dans votre avis d'imposition, notamment les plafonds d'épargne retraite que vous pouvez verser. Ça se mutualise aussi avec le conjoint et nos chers enfants ont également un plafond qu'ils vont pouvoir aussi utiliser dans leur cadre de leur PER à eux. On a une question, merci pour cet éclairage, on a une question, Bruno, au sujet de la tranche marginale d'imposition, notamment un participant qui nous demande si ça a un intérêt d'investir sur un PER lorsqu'on a une tranche marginale d'imposition inférieure à 41%. Alors, nous, chez RS, on aime bien dire les choses, effectivement, et on considère
qu'à partir de la tranche marginale d'imposition à 30, il y a du sens. Pourquoi? Parce que effectivement, quand vous entrez, donc il y a cette déductibilité que vous avez à l'entrée. En revanche, quand vous sortez du PER, si vous le sortez en capital, donc le versement va être soumis à l'IR et la plus-value à la flat tax. La plupart du temps, on a 50% de perte de revenus arrivés en retraite. Donc, il y a très souvent un différentiel entre la TMI à l'entrée et la TMI à la sortie. Donc, il y a tout de suite un effet de levier qui est généré. Autre chose, vu qu'on a une TMI, je dirais à partir de 30, on va aussi pouvoir générer des plus-values plus importantes que si on était sur un contrat d'assurance vie. Donc, c'est un produit qui est très complémentaire. Donc, l'assurance vie, je dirais, c'est pour cette liberté. J'ai besoin de racheter à tout moment, donc j'ai mon contrat d'assurance vie. En revanche, dans une optimisation de déductibilité qui me permet d'avoir une stratégie à moyen terme, long terme, on a aussi maintenant le PER qui devient un outil, je dirais, indispensable pour tout foyer. Oui, très bien. On a une autre question, quelqu'un qui demande, est-ce que c'est pour l'achat en matière de déblocage des fonds, est-ce qu'on peut débloquer pour un achat de résidence principale au cours de la vie du contrat, ou si on déménage, on change de résidence principale, on peut débloquer plusieurs fois ce qu'on a versé sur ce PER? C'est une très bonne question, effectivement. Donc, peu importe le nombre d'acquisitions de résidence principale, ma première, ma deuxième, ma troisième, on va pouvoir sortir du PER. Donc, c'est aussi l'un des atouts, alors qu'avant, on était sur des produits un peu bloqués. Pourquoi le législateur permet ça? Parce qu'il part du principe qu'à partir du moment où c'était le cas qu'on avait notamment sur le PERCO avant, à partir du moment où on achète sa résidence principale, c'est aussi une façon de préparer sa retraite finalement. On a plusieurs questions, de nombreuses questions autour des produits d'épargne retraite qui existaient avant l'arrivée du PER, donc il y a un an, tu l'as rappelé tout à l'heure, et notamment sur le fait de pouvoir transférer ces anciens. Alors il y en a qui sont cités, il y a l'article 83 qui est cité, il y a le Madelin, etc. Est-ce que tu peux nous dire un mot justement sur le transfert des anciens produits retraite vers le PER? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est plus faisable? Comment ça fonctionne? Complètement. C'est un des enjeux effectivement de cette nouvelle réforme. C'est qu'on peut regrouper l'ensemble des anciennes enveloppes au sein de mon PER. Parce que là, ce qu'on évoque effectivement, c'est le PER individuel. Donc le législateur est venu faire un peu le ménage avec des frais de transfert, notamment en sortie. Aujourd'hui, quand vous sortez d'un PER, vous êtes plafonné en termes de frais de transfert à 1% les 5 premières années. Et après, il y a cette gratuité. Donc, on va pouvoir effectivement transférer le PERP, donc le Madelin, Préfonds, le Corem, CRH, PERCO et l'article 83. Donc, on va vraiment tout pouvoir regrouper au sein de mon PER. Donc, je vais avoir une vision qui va être simplifiée et tout de suite, je vais pouvoir savoir combien j'ai constitué en vue de mon épargne retraite. Autre chose importante, sur des anciens contrats, je pense notamment à certains contrats Madelin, contrat 83, qui peuvent avoir des garanties fortes en termes de constitution. Donc là, on va parler de garantie de table, de mortalité, de garantie de taux. En partenariat avec Grisby, on peut faire des études sur mesure sur votre cas pour vous éclairer, notamment savoir est-ce que cet avantage il est intéressant, est-ce qu'il est plus ou moins intéressant, voire pas du tout intéressant. Parce que les assureurs ont la fâcheuse tendance, je dirais, d'aménager ces garanties qui étaient avant octroyées. Pourquoi? Parce que compte tenu de l'environnement de taux bas, aujourd'hui, c'est de plus en plus couteau pour eux. Donc, à partir de 25 000 € de provision mathématique, on réalise avec Grisby donc une étude sur mesure qui vous aidera à faire votre choix. Et on entend parler également d'assurance vie, Est-ce qu'on peut récupérer des fonds de contrats d'assurance vie également, s'il te plaît, Bruno? C'est vrai qu'on lit souvent, on parle de transfert d'assurance vie. D'ailleurs, pour être très précis, quand on lit la presse, le mécanisme est simple. Donc, c'est un rachat partiel ou total du contrat d'assurance vie. Il y a 2 avantages majeurs et notamment, il y a des conditions à respecter pour avoir ces avantages. Il y a un doublement des exonérations des plus-values. Donc, j'arrive à 9 200 € si je suis célibataire, 18 400 € si je suis en couple. Et pour cela, pour avoir cette double exonération, il faut avoir moins de 57 ans, donc 5 ans avant l'âge légal de départ en retraite. Il faut le faire, cette opération, avant le 31 décembre 2022. Il faut que le contrat ait plus de 8 ans. Et point d'attention aussi, il faut racheter de son contrat d'assurance vie et le placer la même année sur le PER. Donc, une fois que j'ai rempli ces conditions,
l'épargne investie dans mon PER. Donc, j'ai eu mon avantage à l'entrée avec les exonérations, en sortie, pardon, avec les exonérations de plus-value. Et en entrée, donc, ça va être considéré comme un nouveau versement. Donc, ça va me donner droit à déductibilité complète de mon épargne. Donc, c'est un excellent moyen, je dirais, de recycler de l'épargne qu'on avait sur un contrat d'assurance vie. Les contrats d'assurance vie, on sait aujourd'hui qu'on peut pas vraiment les transférer. En tout cas, on peut pas les transférer d'une compagnie à une autre. Donc, c'est aussi un bon moyen de venir alimenter son PER et on n'est pas obligé de casser l'enveloppe complète d'assurance vie. On peut très bien faire un rachat partiel. On a une question également d'une participante qui nous demande que se passe-t-il en cas de décès? Je suis en train de cotiser sur mon plan d'épargne retraite. Comment ça se passe en matière de transmission sur ce type de support? C'est une question très précise et c'est très bien. Donc là, sur le PER individuel, on est sur un produit assurantiel. Donc, on va retrouver effectivement les mêmes composantes quasiment que sur un contrat d'assurance vie. Donc, on va voir si je décède avant 70 ans. Donc, j'ai l'abattement des 152 500 qui s'applique par couple bénéficiaire. Et si je décède après 70 ans, donc j'ai l'abattement de 30 500 € qui s'applique. Donc, voilà un avantage qui est assez intéressant, chose qu'on n'avait pas avant. Donc, cet avantage, il faut bien comprendre aussi qu'il est mutualisé avec l'assurance vie. Donc, si j'ai déjà obtenu, on va dire, mon couple 152 500 sur l'assurance vie, il est mutualisé avec le PER. Et surtout, le PER, aujourd'hui, c'est un réel outil de transmission. Donc, vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas obligé de sortir de mon PER. Donc, je peux très bien partir du principe que quand je suis retraité, je vais ponctionner en fonction de mes besoins sur mon PER, mais je peux très bien aussi l'élaborer comme une stratégie de protection de mon conjoint. Si je décède et que j'ai désigné mon bénéficiaire conjoint de mon contrat, donc je vais avoir une exonération des plus-values, des prélèvements sociaux notamment, et du coup, vu que mon conjoint est exonéré de droits de succession, donc je vais pouvoir transmettre l'intégralité de ma provision mathématique à mon conjoint, donc exonération des prélèvements sociaux sur la plus-value et également exonération des droits de mutation à titre gratuit, car c'est mon conjoint qui en bénéficie. Donc, si je ne choisis pas mon conjoint, donc je rentre après dans les coefficients de l'assurance vie, car on est sur une enveloppe assurantielle. Très simple à comprendre. Donc, si j'ai eu mon avantage à l'entrée avec une TMI de 41%, donc j'ai versé 10 000 €, j'ai mon effort d'épargne de 5 900 €, vous voyez que cet avantage, du coup, je vais pouvoir le conserver ad vitam aeternam. Donc, c'est une réelle souplesse supplémentaire par rapport aux anciennes solutions. Donc, j'ai un outil effectivement de déductibilité qui n'est pas soumis au plafonnement des niches fiscales. Ensuite, j'ai cette souplesse en sortie. Cette souplesse en sortie, elle est aussi renforcée par cet outil de transmission qui me permet, le cas échéant aussi, des fois, de conserver l'avantage que j'ai à l'entrée sur toute la vie de mon contrat. On entend également parfois que ça pourrait être intéressant d'ouvrir un PER pour son ou ses enfants. Est-ce que c'est vraiment le cas et pourquoi? Effectivement, ça c'est, j'ai une stratégie à valeur ajoutée et là elle est tout à fait pertinente. On s'approche des fêtes de Noël. Pour vous expliquer en quelques mots, donc l'enfant, comme le retraité d'ailleurs, il a un plafond d'épargne retraite. Ce plafond est l'équivalent de 10% du plafond annuel de sécurité sociale. Donc, un enfant qui a 5 ans, il a déjà ces 4 plafonds d'épargne retraite. Donc, le plafond 2020, plafond 2019, plafond 2018, plafond 2017, s'il n'a jamais, bien sûr, versé sur un contrat. Donc, le plafond appartient à l'enfant. Donc, pour avoir un avantage, il faut ouvrir le contrat au nom de l'enfant. Donc, ça peut être alimenté par les parents ou voire par les grands-parents. Et vu que le contrat appartient à l'enfant et que l'enfant est rattaché au foyer fiscal des parents, donc l'avantage, je dirais, va arriver sur le foyer. Donc, je verse 4 000 € sur le contrat de mon enfant. Donc, ces 4 000 € vont venir en déduction du revenu imposable des parents auquel est rattaché l'enfant. Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc,
Ça peut être rentré dans le cadre d'un présent d'usage. Autre avantage, je dirais, à ne pas négliger, c'est que ce contrat va pouvoir se libérer pour l'achat de la résidence principale. Donc, on va pouvoir, c'est un excellent moyen, je dirais aussi, de pouvoir préparer un apport personnel pour l'achat de résidence principale de l'enfant. Et si c'est les grands-parents qui versent, donc ils font le cadeau, je dirais, au petit enfant et aussi aux parents, parce que l'avantage de la déductibilité viendra sur le foyer fiscal. Donc oui, en fin d'année, on a beaucoup de souscriptions avec ces petits cadeaux de Noël qui arrivent sur les contrats. Très bien. Moi, j'ai une dernière question effectivement autour de la gestion au niveau du PER. Est-ce qu'on peut en dire vraiment deux mots rapidement? Et puis, j'ai une autre question d'un participant effectivement qui a attiré mon attention. Je la lis. Hein. Quel est le point négatif ou les points négatifs du PER? Car pour l'instant, tout est positif. Donc, on conclura peut-être aussi par ça un peu pour qu'est-ce qu'il faut retenir du PER, quels sont ses atouts, effectivement, ses points de vigilance ou ses inconvénients. Ça, c'est important de l'évoquer. Mais peut-être en deux mots, les modes de gestion, comment ça fonctionne chez RS, la gestion du PER. Ouais, donc chez RS, on est indépendant, donc c'est important, ça fait vraiment partie de notre ADN, et notamment en termes de conseils. C'est aussi pour ça que Grisby nous fait confiance. On peut faire de la gestion libre. Donc, si je suis quelqu'un d'averti, donc je vais pouvoir choisir mes supports financiers, donc des UC classiques. On a aussi des supports immobiliers, des fonds ISR, de ESG, des SCI. Enfin voilà, tout un choix très important. On a environ 150 unités de compte, mais bon, ça a vocation à être revu chaque année, parce qu'on veut au plus près, je dirais, des attentes des clients. Le législateur, qu'est-ce qu'il a souhaité mettre en avant dans le PER? C'est surtout la gestion pilotée. Donc, c'est le choix par défaut. Donc, en l'absence de choix, donc il y a 3 grilles réglementaires qui sont proposées. Donc, avec 3 profils du coup de risque d'investissement. Donc, du prudent, du temps, de l'équilibré, du dynamique classique. Et il y a une désensibilisation progressive de cette épargne. Donc, si je suis loin de mon horizon de sortie, donc je vais être sur des actifs plutôt risqués. Plus je vais me rapprocher de mon horizon de sortie, plus cette épargne va se sécuriser naturellement. Et chez RS, quand on arrive vraiment tout au bout de la courbe, on est investi sur le fonds en euros, bien sûr, de la compagnie pour ne faire prendre, je dirais, aucun risque, enfin le moins de risque possible, en tout cas, aux épargnants. Le placement par défaut qui a été choisi du coup par le législateur, c'est le profil tempéré. En complément, je dirais, de ces 3 grilles réglementaires, nous, on a décidé de mettre 9 grilles de gestion pilotée immobilière. Donc, vous avez 3 niveaux de risque, comme, je dirais, sur les grilles de pilotée réglementaires, donc du prudent, de l'équilibré et du dynamique. Et à côté, vous avez donc 3 options de quote-part immobilière, 20% d'IMO, 30% d'IMO et 40% d'IMO. Donc, je vais pouvoir choisir mes 3 combinaisons de profil de risque avec mes 3 combinaisons de quote-part immobilière. Donc, j'arrive avec mes 9 grilles de gestion pilotée. Sur cette partie immobilière, très important, il n'y a pas de désensibilisation sur la poche immobilière. Et c'est notamment important parce que quand vous êtes, je dirais, en phase de décumulation, vous n'êtes pas obligé de sortir du PER, vous l'avez compris chez nous. Donc, vous allez pouvoir toujours quand même être investi sur cette partie immobilière avec une désensibilisation quand même par rapport au marché financier. Très bien. Donc, en conclusion… Je vais poser une question intéressante, Maxime. Oui, oui. Je dirais les points faibles, c'est ça du PER? Oui, alors juste, je voulais dire un mot parce qu'effectivement, on a plusieurs centaines de participants et on a beaucoup de questions, on a des dizaines de questions. Je remercie vivement à tous les participants qui nous écoutent et qui nous posent des questions. Je suis sincèrement désolé parce que il y en a certains qui nous disent est-ce que vous pouvez vraiment répondre à notre question? On peut pas prendre toutes les questions, j'en suis désolé. Mais on prendra le temps après coup hein, avec nos conseillers Grisby justement d'approfondir tel ou tel point. Je voulais simplement dire en conclusion effectivement quelques mots. Les points positifs, on a pas tout évoqué, mais on en a évoqué effectivement un certain nombre. Peut-être les inconvénients, les points de vigilance, c'était une des questions qui était remontée. Ce qu'il faut avoir en tête, parce que le PER, effectivement, comme tout produit de défiscalisation, ne s'adresse pas à tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête et quels sont ces points de vigilance à avoir en tête en quelques mots? C'est vrai que aujourd'hui, on est sur un vrai couteau suisse, je dirais. Donc après, je vais plutôt aller le PER. Donc c'est un formidable outil, hein, vous l'avez compris. Nous, on reste intimement convaincus chez RS que le PER ne s'adapte pas à tout le monde. Effectivement,
il faut être en tranche marginale d'imposition à 30%, ou en tout cas, si vous êtes à 11%, être certain qu'en phase de décumulation, vous serez plutôt à non imposable. Donc voilà, déjà le premier point de vigilance. Après, c'est plutôt dans le choix des produits où je dirais il faut être attentif aussi. Le choix des supports financiers, l'accompagnement, c'est ça aussi qui fait toute la différence entre le bon investisseur, je vais revenir sur la maxime de tout à l'heure, et le mauvais investisseur. Je pense aussi qu'il faut savoir regarder en termes de contrats. Dans les contrats, ce qu'on a vu nous sur la place, on aime bien regarder un peu ce que font les petits voisins. Des fois, il y a des contrats qui proposent que quelques rachats fractionnés. Donc, on n'est pas sur une liberté totale. Donc, ça vous empêche aussi derrière de pouvoir mener une stratégie conforme à vos attentes et qui va pouvoir toujours s'adapter finalement à votre évolution dans la vie. Donc, des fois, il y a aussi des contrats qui vous imposent, je dirais, une sortie à la souscription du contrat. Donc, on comprend très bien que ça ne rentre pas du tout dans l'ADN, je dirais, de la loi Pacte et du PER, où on a cette liberté tant en alimentation, je dirais, qu'en sortie. Donc, c'est après, voilà, le diable se niche dans les détails, certes, mais tout l'intérêt toujours d'être bien accompagné et aussi dans ces transferts, où là, il y a une réelle solution sur mesure dédiée qui vous permet aussi de bien comprendre, savoir ce que vous avez comme garantie, savoir éventuellement ce que vous perdez ou pas, mais faire un choix éclairé, c'est ça le plus important qu'on veut pour vous. Bruno, un grand merci effectivement pour cet éclairage. On va basculer sur l'investissement dans la forêt avec Arnaud. Arnaud, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie investir dans la forêt avec France Vallée? Oui, merci beaucoup. Pour accrocher peut-être en tout premier lieu avec l'objet de la réunion, nous proposons d'investir dans des groupements forestiers d'investissement. Et votre investissement en fait, est éligible au dispositif de l'IR-PME, donc qui permet d'avoir une réduction d'impôt sur le revenu de 25% l'année de l'investissement, avec une limite qui est celle du plafonnement des niches fiscales à 10 000 euros. Et donc ça, c'est juste pour accrocher, que chacun comprenne pourquoi on parle de forêt là dans le cadre de cette réunion sur l'impôt sur le revenu. Alors, en l'occurrence, pour parler de l'actif lui-même, parce que c'est ça le vrai sujet pour prendre sa décision d'investissement, investir en forêt, c'est quelque chose de compliqué à réaliser quand on ne connaît pas, quand on est seul. Et typiquement, si vous voulez acheter une forêt qui va faire au moins 50 hectares, qui est la surface à partir de laquelle, grosso modo, vous avez un actif économiquement qui tient la route, si la forêt est de bonne qualité, vous allez la payer peut-être 8 000 euros l'hectare, donc ça suppose de débourser 400 000 euros. Et avec ça, vous avez une seule forêt, probablement peu d'essence, vous êtes très peu diversifié, et ça représente donc quand même pas mal d'argent. Et en plus de ça, quand vous l'achetez en direct, en l'occurrence, vous n'avez pas la réduction d'impôt sur le revenu. Donc, ce qu'on propose, c'est donc d'investir dans un groupement forestier d'investissement qui, lui, va être investi sur un nombre important de forêts qui vont être diversifiées en termes de géographie, en termes d'essence, en termes de maturité. Et donc, tout ça pour un montant assez faible, puisque c'est accessible à partir de 1 000 euros. Donc, voilà un petit peu le principe général, je dirais, du groupement forestier d'investissement. Oui, très bien. Est-ce qu'on peut considérer qu'un groupement foncier d'investissement, c'est un peu comme une SCPI de la forêt? C'est exactement ça. Et merci de faire le parallèle. Pour ceux effectivement qui connaissent l'investissement immobilier pierre-papier, finalement, on propose le bois-papier avec le groupement forestier d'investissement. Tout ce que vous connaissez de la SCPI s'applique au GFI, à ceci près qu'on n'a pas des actifs immobiliers en percevant des loyers, mais qu'on a des forêts que l'on exploite et qui peuvent donc générer des revenus grâce aux coupes de bois et grâce à l'évolution naturelle du stock de bois dans nos forêts, puisque les arbres poussent tous les ans. Mais le parallèle est juste, et il est juste s'agissant du vocabulaire, parce que chaque année, on va vous donner une valeur de retrait, qui est la valeur à laquelle vous pouvez revendre vos parts. La liquidité s'organise de la même manière, on y reviendra peut-être. Et donc, une gouvernance également, conseil de surveillance, commissaire aux comptes, dépositaire, enfin tous ces aspects qui font vraiment de la forêt, qui est un actif tangible, décorrélé des marchés financiers, et je dirais un actif qui nous entoure, ça en fait un véritable produit d'épargne, parce qu'il est encapsulé dans ce dispositif
du groupement forestier d'investissement avec le visa de l'autorité des marchés financiers, etc. On entend de plus en plus parler de notions d'investissement responsable, hein, avec le label ISR par exemple. On parle évidemment de plus en plus d'écologie depuis quelques années. C'est un mouvement qui prend de l'ampleur. Est-ce que chez France Vallée, ce sont des notions et en tout cas une tendance que vous constatez auprès des investisseurs? Comment vous constatez les choses? Qu'est-ce que vous constatez à ce niveau-là? Oui, effectivement, il y a depuis quelques années une vraie prise de conscience globale, je dirais, de la population sur ces problématiques environnementales, sur le changement climatique en particulier. Et il est vrai que la forêt, dans ce domaine-là, a un rôle à jouer important, puisqu'elle capte du carbone. En fait, elle capte 18% des émissions de gaz à effet de serre qui sont émises par le territoire français. Donc, c'est considérable. Et en plus de ça, cette captation de carbone des forêts, elle peut être améliorée en fonction de la sylviculture qu'on va y conduire. Mais c'est vrai que de plus en plus, les associés du groupement forestier d'investissement sont des personnes qui, outre je dirais, l'intérêt pour l'actif forestier, pour ses caractéristiques, ses performances, etc., et pour la fiscalité également, viennent également avec cette idée de faire un investissement qui est durable, qui fait du sens, je dirais, pour les générations futures. Et ça, c'est vrai de la part des particuliers, mais aussi des institutionnels. En l'occurrence, nous avons obtenu un label qui s'appelle le label Greenfin, qui est délivré par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique et solidaire, et qui n'a pas été simple à obtenir, paradoxalement, parce qu'on aurait pu se dire il suffit d'investir dans la forêt pour avoir ce type de label. Pas du tout, il est très exigeant. Et là, on a mis en place un dispositif de mesure du stock de carbone dans nos forêts, de mesure également du carbone qui est séquestré dans les produits bois qui sont vendus, typiquement dans des charpentes, du parquet, enfin voilà, des usages durables du bois, et également le carbone dont les émissions sont évitées en utilisant le bois dans la construction à la place du béton et de l'acier. Donc, on va publier un indice carbone tous les ans, le stock de carbone de notre GFI, pour que chacun puisse mesurer effectivement l'impact des forêts sur notre environnement. J'ai deux questions là qui retiennent mon attention. Je te donne les deux questions à la volée. La première, c'est les placements en GFI doivent-ils être de longue durée? Et la deuxième, c'est comment se passe la transmission de votre GFI lors d'une succession? Très bien. Donc, la durée d'investissement conseillée est de 10 ans. Et j'ai envie de vous dire que l'investissement forestier, c'est un investissement qu'on fait puis qu'on oublie un peu. Et pour le retrouver quelques temps plus tard et se rendre compte qu'il a pu prendre de la valeur. Évidemment, il n'y a aucune espèce de garantie sur l'évolution de la valeur des parts du groupement, parce qu'on ne connaît pas a priori l'évolution de la valeur des forêts qui peut monter comme baisser. Pour un certain nombre de raisons, on est assez optimiste, j'y reviendrai. Mais voilà, durée minimale conseillée de 10 ans. Petite anecdote, je lisais il y a quelques semaines un rapport produit par le ministère de l'Agriculture qui s'interrogeait qui se demandait s'il était intéressant aujourd'hui d'investir dans le foncier de manière générale, compte tenu du fait qu'il avait pris beaucoup de valeur les années précédentes. Et sa conclusion, c'était que non, il ne fallait pas le faire, que ça allait probablement baisser. Ce rapport, il date de 1969, et depuis, le foncier a pris 3% par an en moyenne sur la période. Donc, vous voyez, quand on est investisseur de long terme, même s'il peut y avoir à court terme des évolutions à la baisse, je pense que le foncier est intéressant quand on est investisseur de long terme. Pour répondre à la seconde question sur la succession, il est vrai que là, on parle de la réduction d'impôt sur le revenu de 25% au moment d'investissement, mais il y a aussi un dispositif fiscal intéressant qui est que lors d'une succession, la valeur des forêts n'est retenue que pour 25% de leur valeur réelle. En réalité, ce dispositif qui existe depuis 1930, qui n'est pas une limite fiscale à proprement parler, considère que la valeur des bois en fait, qu'on a dans une forêt, le stock de bois, donc le stock de bois sur pied, représente à peu près 75% de la valeur des forêts, c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui, et le reste, c'est le sol, c'est la chasse, d'autres aspects. Et donc, on enlève la valeur des bois, parce que ça, c'est de la récolte future. Il sera taxé en tant que récolte quand on coupe du bois. Et donc, je bénéficie d'un abattement sur les successions de 75% sur la valeur des forêts. Par transparence, dans le groupement forestier d'investissement, il possède des forêts, il a aussi un peu de trésorerie, et bien sur la partie forestière de l'actif, au moment de la succession, que ce soit une donation d'ailleurs ou une succession accidentelle, eh bien, on bénéficie de ce dispositif d'abattement 75% sur la valeur des forêts. Donc,
Pour des personnes qui ont un patrimoine substantiel à transmettre, qui ont peut-être peu d'héritiers, voire pas d'héritiers directs, à ce moment-là, on rentre dans des taux de droits à transmission qui sont considérables et qui peuvent être partiellement réduits grâce à ce dispositif. Et il se trouve en plus que ça s'applique sans aucune condition de détention préalablement à la donation ou à la succession, pas de condition non plus de détention pour les héritiers au moment où ils ont les parts et pas de limite de montant. Donc on est vraiment dans un dispositif qui est extrêmement souple. On a d'autres questions également sur les modalités d'investissement. À partir de quel montant je peux investir, quelle réduction d'impôt je peux obtenir et également quel est le niveau de rendement que je peux espérer d'un investissement dans la forêt à travers un GFI. Donc le GFI est accessible à partir de 1 000 euros et la réduction d'impôt est de 25%. Vous pouvez, une personne seule peut investir dans ce cadre-là jusqu'à 50 000 euros, un couple jusqu'à 100 000. Et sa réduction d'impôt de 25%, par contre, elle est limitée par le plafonnement des niches fiscales à 10 000 euros. C'est-à-dire que je ne peux pas réduire chaque année plus de 10 000 euros d'impôt sur le revenu en utilisant les différents dispositifs, dont celui de l'IR-PME pour les groupements forestiers. L'excédent, ce qui excède les 10 000 euros, est reportable sur les années suivantes. Mais voilà pour les grands principes. Ensuite, s'agissant de performance, elle est double. On a d'un côté le rendement et de l'autre côté l'évolution de la valeur des parts. S'agissant du rendement, on a versé en 2019 un rendement de 1,1%, en 2018 1,1% également, et c'est l'objectif qu'on se fixe. En fait, l'idée, c'est toujours en raisonnant sur une période de 10 ans, d'être en moyenne à un rendement de 1 point. Alors, parfois un petit peu moins, parfois un petit peu plus, mais voilà, disons que 1% en moyenne sur 10 ans, c'est un objectif qui est raisonnable. Ensuite, vous avez l'évolution de la valeur des parts, et ça va dépendre de l'évolution de la valeur des forêts. Alors, quand on regarde derrière soi, pour éclairer un petit peu la question, on voit que la valeur des forêts en France a progressé de quasiment 3% par an sur les 20 dernières années. Alors, évidemment, ça ne garantit pas qu'il se produira la même chose sur les années suivantes, et ça peut très bien baisser. Mais pour un certain nombre de raisons, on est optimiste. D'abord parce qu'il y a très peu de forêts en fait en vente en France, pour une demande qui est d'autant plus importante aujourd'hui qu'il y a cet aspect environnemental auquel réfléchissent même les investisseurs institutionnels. Donc, peu de forêts en vente, une demande importante, ça met une pression sur les prix. Il se trouve que la crise sanitaire qu'on traverse aujourd'hui renforce encore l'attrait pour ce type d'actifs. Et donc, je pense que ne serait-ce qu'à cause de ça, la valeur des forêts va progresser dans le temps. Deuxième chose, on est parti pour un certain nombre d'années avec des taux bas, avec les dettes considérables que les États constituent en ce moment. On imagine mal que les taux augmentent. Et par conséquent, le rendement de la forêt finalement devient compétitif dans ce cadre-là en termes de risque-rendement. Et donc là aussi, ça vient mettre encore un peu plus de pression sur le foncier. Et puis, dernier élément, plutôt avant-dernier peut-être, c'est que le bois comme matériau de construction est de plus en plus utilisé. On est très en retard en France. Il y a beaucoup de mesures de ce point de vue-là. Tous les bâtiments de l'administration, à partir de maintenant, doivent être construits à 50% avec une ossature bois. Il y a une mesure qui vient d'être annoncée, ou hier, me semble-t-il, où il s'agissait, dans de nouvelles normes de construction, de diminuer l'empreinte carbone des constructions, pas seulement quand on les habite et quand on les utilise, mais également quand on les construit. D'où l'utilisation également renforcée du bois dans la construction. Pour toutes ces raisons, on pense que l'évolution va être favorable dans les années qui viennent et donc permettra de construire une performance complémentaire, donc le rendement de 1 point plus une évolution de valeur de part. Dernière question là, de participants. On a eu plusieurs questions, donc je synthétise autour de la localisation des forêts. Est-ce que c'est uniquement en France? Est-ce que c'est dans le monde, les forêts dans lesquelles France Vallée investit? Et l'autre question qui est aussi liée, c'est par rapport au changement climatique, le réchauffement, les risques d'incendie. Comment peut-on, est-ce qu'il y a des modalités d'assurance par rapport à cela? En tout cas, on a eu vraiment plusieurs questions autour de cette thématique. S'agissant de la géographie, l'idée, et notamment d'ailleurs pour limiter un peu les risques, c'est de diversifier géographiquement les forêts. Elles sont aujourd'hui uniquement en France. On s'est ouvert la possibilité de faire des investissements en Europe, dans la communauté européenne, compte tenu du fait que le marché français, je le disais, est assez étroit. Pour l'instant, on n'a pas de nécessité d'aller en Europe, mais on pourrait le faire. Et en plus de ça, ça permettrait d'avoir des moteurs de performance un peu différents, parce que ce sont des forêts
de nature un peu différente, des marchés du bois qui ne sont pas les mêmes, des prix des forêts qui sont différents. Mais aujourd'hui, nos forêts sont en France, mais elles sont partout en France, à l'exception de, je dirais, la moitié sud de la région PACA et globalement de toutes ce qu'on appelle des stations forestières qui ne sont pas intéressantes. Et j'en viens justement à la prise en compte de l'évolution climatique dans nos investissements. Aujourd'hui, quand on acquiert une forêt, ce que l'on regarde, c'est la nature des sols, parce que si vous avez des mauvais sols, vous n'aurez jamais une belle forêt, quoi que vous fassiez. Donc d'abord un bon sol, ensuite des peuplements de qualité, donc des essences qui sont recherchées pour leurs applications, qui vont avoir des éléments qualitatifs, il faut qu'elles soient très élancées, peu de branchage, voilà, un certain nombre d'éléments qui nous permettent de voir qu'on est en face d'un actif de qualité. Et puis ensuite, on regarde tout un tas d'aspects, je dirais, fonciers associés à l'investissement. Et on regarde aussi donc, cette partie climatique, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux évolutions de température, de pluviométrie dans les stations forestières que l'on regarde. Et typiquement, une bonne pluviométrie de 1000 mm pour une moyenne de 600 en France, eh bien, ce ne sera pas intéressant si on constate que cette pluviométrie, elle est concentrée sur certains mois de l'année, mais qui ne pleut pas du tout pendant 3-4 mois pendant la saison sèche, qui risque de stresser nos arbres. C'est le stress, ce qu'on appelle le stress hydrique, et donc ils sont plus fragiles typiquement aux attaques sanitaires s'ils sont desséchants. Donc ça, on le prend en compte au moment de l'investissement et on le prend en compte après. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple que j'aime bien prendre souvent, on a acheté une forêt qui appartenait à la même famille depuis 550 ans. C'est un marquisat, c'est une sapinière dans le Puy-de-Dôme à 800 mètres d'altitude. Eh bien, cette sapinière s'est très bien comportée pendant 550 ans, mais on sait que dans 50 ans, peut-être un peu plus, les sapins seront un petit peu justes en station compte tenu de la pluviométrie. Et donc, au fur et à mesure qu'on réalise des prélèvements dans cette forêt, eh bien, on enrichit avec des essences différentes. Donc, on va rajouter du cèdre, on va rajouter du douglas, on va rajouter du mélèze, qui, eux, sont plus frugaux et résisteront mieux, ils sont parfaitement adaptés à l'horizon 50, 100, 150 ans dans cette station forestière. Même chose pour le chêne, on choisit bien nos espèces au moment de la réalisation de plantation ou au moment de la favorisation de la régénération naturelle. Donc, c'est pris en compte. Et puis, par ailleurs, on a des assurances sur le risque incendie, qui est en fait un risque relativement faible. Historiquement, sur nos 14 000 hectares, on a eu 10 hectares qui ont brûlé. Donc, dès qu'on élimine la moitié sud de la région PACA, en fait, on enlève 95% des incendies, mais on a une assurance. Et on a une assurance également tempête, qui va permettre de nous indemniser à hauteur de 30 à 40% de la valeur des arbres qui tombent. Mais comme les arbres qui tombent, on les revend, finalement, ça permet de nous couvrir en cas de tempête. Le seul risque qui n'est pas assurable, c'est le risque phytosanitaire. Et donc ça nécessite des due diligence approfondies au moment où on acquiert nos forêts. Ok, dernière question également qui a été rédigée à plusieurs reprises autour de la liquidité du produit, vraiment de manière très, très brève, s'il te plaît, Arnaud. Tu parlais des SCPI tout à l'heure. La liquidité fonctionne de la même manière sur le GFI. C'est le principe de retrait-souscription. Et aujourd'hui, ça veut dire que tant qu'on a des souscriptions, on a autant de moyens d'organiser les liquidités de ceux qui sortent. L'année dernière, on a dû avoir à peu près 700 000 € de sorties, qui en général d'ailleurs étaient des successions, pour à peu près une vingtaine de millions d'euros de rentrées. Donc vous voyez qu'on a un équilibre qui est très favorable à la sortie. Donc la liquidité qui ne peut pas être garantie fonctionne très bien aujourd'hui. Je ne suis pas très inquiet à l'avenir, d'autant plus qu'on garde toujours un peu de trésorerie dans le groupement pour racheter les parts si jamais les souscriptions se tarissaient un petit peu. Même exercice que pour le plan d'épargne retraite, les points de vigilance ou les inconvénients liés à l'investissement dans la forêt qu'il faut avoir en tête évidemment avant de souscrire. L'essentiel, je pense, c'est d'être un investisseur de long terme. La réduction d'impôt de 25%, c'est un très bon prétexte pour investir. C'est une bonne occasion de le faire. Il y a une durée de blocage qui est de 5 ans et demi. Pour autant, je pense que 5 ans et demi, c'est trop court. Donc, il faut être un investisseur de long terme sur la forêt. Et c'est ça qui permet, je dirais, de gérer finalement au mieux les risques. Mais effectivement, avoir conscience que l'évolution de la valeur des forêts, c'est quelque chose d'exogène, qui a ces risques que j'ai évoqués, climatiques, incendies et sanitaires. Mais pour autant, encore une fois, compte tenu de la diversification qu'on propose dans nos GFI, compte tenu des assurances qui sont prises, on arrive à avoir un bon équilibre entre performance et risque grâce à la forêt. Super. Merci Arnaud. Alors je vois différentes questions effectivement sur comment investir.
on passe par Grisby? Évidemment, nos conseillers sont à votre disposition, chers participants, pour déjà approfondir tel ou tel point et pour vous permettre de souscrire. Il n'y a aucun inconvénient à passer par nous, bien sûr, en matière de frais notamment. On est, vous le savez, en tout cas pour ceux qui nous connaissent, on propose des frais extrêmement compétitifs. Il y avait plusieurs questions autour de ça, on n'a pas pu y répondre sur le plan d'épargne retraite ou sur le GFI. On s'attachera à répondre à vos questions également, à toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu. Merci, un grand merci Bruno. Arnaud, est-ce qu'il y a un mot que vous souhaiteriez rajouter? Bruno, peut-être? Bruno, ton micro? Ouais. Oui, j'ai vu qu'il y avait quand même deux petites questions qui remontaient sur le 83. Le 83, on peut toujours le transférer sur le PER. C'est le 83 qu'on ne peut plus transférer vers le PERP. Donc ça, c'est très important. Le 83 qui est transféré sur le PER viendra alimenter le compartiment numéro 3, donc avec une sortie en rente, mais ça permet quand même de regrouper cette épargne. Donc ça, c'était un point important. J'ai aussi vu une question sur une personne qui disait que ouvrir un contrat à 71 ans, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, mais on n'est pas obligé de sortir à 75 ans, parce que j'ai vu la remarque pareil sur le fil des questions. Chez nous, voilà, on est attaché à cette liberté, et notamment en liberté aussi de pouvoir transmettre. Donc, on peut conserver le contrat le temps qu'on le souhaite, et on va pas vous imposer, je dirais, une sortie forcée. Pareil, c'est un point à regarder. Je sais qu'il y a certains assureurs qui vont imposer une sortie forcée, notamment à 80 ans, des choses comme ça. Donc, soyez vigilants. Et en tout cas, je vous remercie à tous. Merci Maxime, merci Frédéric, Arnaud, pareil. C'était une tribune assez sympa et j'ai vu les questions. On est sur un niveau très très intéressant de questions. Un grand merci à toi Bruno. Effectivement, une des questions notamment, c'est est-ce que ce webinaire est enregistré? Oui. Donc vous pourrez le revoir. On vous enverra, vous recevrez un lien, y compris pour ceux qui n'ont pas pu rester jusqu'au bout, qui n'ont pas pu s'inscrire. Vous pourrez également le relayer à des proches si vous le souhaitez, qui pourraient être intéressés, bien évidemment. On l'a dit, à votre disposition pour vous accompagner, pour approfondir certains sujets, certaines questions auxquelles on n'a pas répondu. Merci en tout cas pour votre participation et pour vos très nombreuses questions. On reçoit également des remerciements à travers le fil de questions, donc je les transmets à chacun des participants. Frédéric, je ne sais pas si tu voulais rajouter un mot également de ton côté? Merci à tous en tous les cas d'avoir participé aujourd'hui et puis merci de votre confiance. On est clairement à votre disposition pour vous accompagner sur vos différentes problématiques et aussi pour améliorer nos services et notre outil. Donc on a aussi beaucoup de remarques, de contributions de votre part. Donc c'est vraiment, vraiment génial de continuer à être actif et à nous solliciter. C'est parfait, notre conférence s'achève maintenant. Voilà, donc on reste à votre disposition, en contact avec vous. Il ne nous reste plus que, en théorie, 5 semaines pour réduire son impôt. Le 31 décembre, c'est dans 5 semaines, mais effectivement, on vous conseille, pour ceux qui le souhaitent, de vraiment s'y intéresser maintenant, parce que dès qu'on va se rapprocher de la fin d'année, ça va être de plus en plus compliqué. Et le 31 décembre, évidemment, ça sera trop tard pour souhaiter s'y intéresser. Donc, on est à votre disposition et on vous remercie. Et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.